Aristocratie ou démocratie? Quand les mots dévoilent une vision du pouvoir. Chronique d'analyse de Dr Claude Awangnino. Il arrive que les mots prononcés dans l'enceinte politique soient plus révélateurs que de longs discours. Affirmer devant des élus qu'ils constituent l'aristocratie d'une nation n'est pas une simple figure de style innocente. C'est une formulation chargée d'histoire, de philosophie et de conséquences symboliques. Le terme aristocratie renvoie à la tradition grecque, notamment à la réflexion d'Aristote, pour qui elle désignait le gouvernement des meilleurs, orienté vers le bien commun. Dans son sens noble, l'aristocratie n'est pas le pouvoir des riches, ni celui des dominants, mais celui des plus vertueux et des plus compétents. Toutefois, Aristote avertissait déjà: toute aristocratie peut dégénérer en oligarchie lorsque la minorité gouverne pour ses propres intérêts. La démocratie, quant à elle, repose sur un principe radicalement différent: la souveraineté du peuple. Elle ne suppose pas que certains soient intrinsèquement supérieurs. Elle affirme que la légitimité vient du nombre et de l'égalité politique. C'est là une rupture historique majeure. Dans le contexte contemporain d'un pays longtemps salué pour son expérience démocratique après 1990, l'usage du terme aristocratie interroge. Est-ce une métaphore destinée à valoriser la responsabilité des élus? Ou révèle-t-il une conception élitiste du pouvoir où l'élection conférerait une supériorité durable? Il faut être attentif aux glissements sémantiques. Les démocraties modernes sont représentatives. Elles produisent nécessairement une élite politique. Mais cette élite n'est légitime que parce qu'elle reste révocable. Elle ne devient pas une aristocratie au sens strict, car son autorité ne repose ni sur la naissance, ni sur une supériorité intrinsèque, mais sur un mandat temporaire. L'inquiétude surgit lorsque, parallèlement au discours évoquant l'aristocratie, on observe des phénomènes de restriction du pluralisme. Opposants emprisonnés, figures critiques et cerveaux contraints à l'exil, réduction de l'espace public. L'histoire politique montre que ce type d'évolution ne relève pas de l'aristocratie philosophique, mais d'un processus d'oligarchisation du pouvoir. Des penseurs africains comme Frantz Fanon ont analysé comment certaines élites postcoloniales ont pu se substituer aux anciennes puissances sans transformer profondément les structures de domination. Plus récemment, Achille Mbembe a décrit des régimes où les formes juridiques demeurent, mais où l'espace critique se rétrécit progressivement. La question essentielle n'est donc pas seulement lexicale. Elle est institutionnelle et éthique. Les individus dans une société peuvent-ils parler et critiquer librement sans être inquiétés par l'appareil juridique? Les oppositions peuvent-elles concourir équitablement? L'alternance reste-t-elle possible? Si la réponse est oui, nous sommes dans une démocratie imparfaite mais vivante. Si la réponse est non, alors le problème dépasse les mots. Enfin, il convient d'interroger l'expression « les meilleurs ». Qui les définit? Sur quels critères? L'histoire montre que chaque pouvoir tend à qualifier de meilleurs ceux qui le servent et de dangereux, de marginaux, ceux qui le contestent. Dans La République, Platon imaginait que les philosophes devraient gouverner. Mais il savait aussi que ceux qui dérangent l'ordre établi sont rarement les bienvenus. En définitive, parler d'aristocratie dans une démocratie est un geste lourd de sens. Soit il s'agit d'une métaphore pédagogique pour rappeler aux élus leur exigence morale, soit c'est l'indice d'une conception verticale du pouvoir où l'élection devient consécration.
La démocratie ne meurt pas seulement par les coups d'État. Elle peut s'éroder par les mots qui transforment les représentants en supérieurs et les citoyens en spectateurs. La vigilance démocratique commence toujours par une vigilance sémantique. Élus, sachez choisir vos mots.